Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence. Et si vous voulez en savoir plus sur cette définition, c'est simple, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, dans ce podcast, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire et d'émotions. Pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir de recevoir le premier invité de sexe masculin. En fait, on peut dire que la patrescence existe et je pense qu'il est important de donner la parole au père. C'est donc Greg, alias Major Movement, ou Major Mouvement, sur les réseaux sociaux, kiné de formation et papa de 2 enfants qui ouvre le bal des pères. Avec lui, on a parlé de trouver sa place, de la charge mentale dans le couple, de virilité, sujet important en 2019 pour les pères. Son expérience de kiné m'intéressait particulièrement pour parler du mal du siècle, le mal de dos. Toute femme qui a vécu une grossesse sait que le mal de dos est énorme, pendant évidemment, mais aussi après. Greg nous livre ses astuces et surtout encourage les femmes à consulter même des années après pour remuscler le périnée et prendre soin de son dos. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais la sécurité sociale vous rembourse 10 séances avec une sage-femme après votre accouchement pour rééduquer votre périnée. Alors surtout, n'hésitez pas, profitez-en. Sur ce, très bonne écoute. Merci beaucoup Greg d'être avec moi aujourd'hui. On est via une application, parce que tu es à Toulouse, je suis à Bordeaux, on est au soleil. Les gens te connaissent plus sous le nom de Major Movement. Alors moi j'ai envie de le dire en anglais à chaque fois. Mais vas-y, dis-le en anglais. Major Movement. Exactement. Moi, je trouve que ça fait classe en anglais et en français, donc ça va. En tout cas, merci de m'accueillir, Clémentine. Alors, j'étais vraiment intéressée parce que ce podcast s'appelle La matrescence, Oui. mais existe aussi la patrescence. Donc, on va en parler après. Mais d'abord, je pose cette question à chaque fois. Est-ce que tu connaissais ce terme, la matrescence ? Absolument pas, et je suis même pas sûr de réussir à le dire tellement il y a de consonnes dans ce mot-là. Matrescence. C'est la contraction de maternité et adolescence. Ah. Donc, est-ce que tu as eu la sensation, toi en tant que père, d'avoir vu ta femme, peut-être, donc tu as 2 enfants, Oui. avoir ce changement après l'accouchement, de l'avoir senti, toi, du côté du papa ? Oui, et du côté du papa et du côté de la maman, sur plein de niveaux. Et en fait, tu viens à l'instant de mettre un mot sur un phénomène que je ne m'expliquais pas tout à fait, ou en tout cas que j'imaginais pas qui était connu ou reconnu, ou du moins qu'on avait mis un mot dessus. Donc c'est hyper intéressant. Alors en fait, en France, on n'en a jamais parlé. C'est Ouais. pour ça que j'ai voulu lancer ce podcast, que je voulais qu'on fasse connaître ce mot et justement mettre un mot sur un état. Et je te demandais, toi, de ton point de vue, est-ce que t'as perçu chez ta femme un changement qui t'a peut-être pas perturbé, mais tu t'es dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Et alors ça va être un peu intime, mais je vais te dire du coup là maintenant le meilleur conseil qui m'a été donné au moment où elle était enceinte. Donc j'ai 2 enfants, 3 ans et demi, enfin même bientôt 4 ans et 4 mois. Le meilleur conseil qui m'a été donné par un de mes amis médecins, et le fait que ce soit un de mes amis et médecin, il me l'avait dit au moment où elle était à 7 mois de grossesse, il m'avait dit: Greg, je te préviens, dans les 3 premiers mois après l'accouchement, pour le couple, c'est dur. C'est dur parce que tu vas cumuler fatigue, tu vas cumuler le retour d'hormones, tu vas cumuler un changement de rythme, et ne prends pas pour argent comptant ce qui va se passer au sein de ton couple dans les 3 premiers mois, 6 premiers mois postpartum, parce que en fait c'est pas révélateur de la réalité. Il me l'avait dit, et je sais pas pourquoi au moment où il me l'avait dit, ça avait vraiment, je m'étais dit: Greg, mets ce conseil dans ta poche, je pense qu'il te servira. Et en effet, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, même quasiment la première année postpartum,
tu ramasses un peu. Quand je dis tu ramasses, c'est pas vraiment sur l'aspect, heu, enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais sur l'aspect méchant du terme. C'est juste que, on parle beaucoup de l'aspect, avoir des enfants, c'est magnifique et en effet, c'est magnifique, c'est probablement la plus belle expérience qu'on puisse vivre. Mais pour le rythme du corps humain, du couple, c'est un gros changement et quand on jongle avec la fatigue, les exigences du travail, le fait qu'en effet, bah, les 15 premiers jours, autant au travail, les gens sont très ouverts d'esprit sur le fait qu'on soit fatigué, pas très organisé parce qu'on vient d'avoir un enfant, mais socialement, ils l'oublient vite, alors que nous, on a des nuits qui Mm. sont très découpées. Et bref, tout ça, ça a un impact sur tout. Et, euh, et du coup, j'ai malheureusement autour de moi des couples qui se sont séparés dans la première année qui suivent la naissance de l'enfant. Peut-être parce que justement, Et tu penses qu'ils n'étaient pas préparés à la hauteur de ce que ça alors, implique comme changement d'avoir un je enfant? pense qu'il y a 2 choses. Peut-être un manque de préparation, mais c'est le manque de préparation quelque part, il vient aussi d'un manque de communication de la part de dire: «Bah, en effet, moi, ce conseil-là, il m'a été précieux» parce que de me dire: «Bon, bah, ça va être dur. Ça va être génial, mais ça va être dur» et puis surtout aussi de se dire, heu, peut-être que parfois dans la fatigue, dans ce grand changement dans lequel on a du mal en tant qu'individu à se retrouver, peut-être de peser un peu plus, ses mots et aussi l'impact de ces mots Mmh. sur le moyen et sur le long terme. Et parfois sur l'effet de sa fatigue, on peut s'engueuler, parfois ça peut être assez moche, hein, quand on s'engueule, mais ça reste qu'une engueulade de couple de 2 personnes qui sont fatiguées et qui peuvent se dire des choses qu'ils ne pensent pas nécessairement. Et pour en revenir à ta phrase, moi j'ai ressenti un changement chez moi, j'ai ressenti un changement chez mon épouse et le fait d'avoir ce conseil-là en tête, de me dire: «OK, en fait Greg, ça sert à rien de se prendre la tête. Prends un peu de recul et ça va bien se passer. Dans quelques semaines, tu vas dormir un peu plus, elle va dormir un peu plus et ça va bien se passer». Et est-ce que tu as ressenti alors, un peu la patrescence? C'est-à-dire, que voilà, évidemment la vie elle change, ça, Ouais, je pense qu'on l'a tous entendu, ta ouais. vie elle sera mais ce qu'on ressent pas, c'est peut-être, tu vois, en fait la matrescence, c'est un changement d'identité. Est-ce que toi, en tant que Al père, tu as senti un peu ça ou pas? Moi, en tant que père, oui, je l'ai senti, où, tu vois, c'est la contraction de l'adolescence. Moi, j'étais assez immature, dans la mesure où j'étais très égoïste, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment enfin, j'ai pas honte de le dire, hein, voilà, moi je suis kiné, je fais des grosses horaires de travail, je rentre tard le soir et pour moi, quand je rentrais tard le soir, j'avais pas besoin de m'occuper de l'entretien de la maison. Ce qui est assez con, mais pour moi qui était principalement de l'immaturité. Et puis, à partir du moment où ma femme m'a ouvert les yeux à ça, eh bien, je pense que si j'étais resté, finalement, seulement celui que j'étais avant, bah, je l'aurais pas entendu. Or, le fait qu'il y ait un enfant, probablement que mon cerveau a changé, que j'ai pu me rendre compte de tous les impératifs de ce que c'est de gérer une famille et non plus seulement un individu ou même un couple, tu te dis: «Bah, en fait, je vais faire ma gueule et j'ai des trucs à faire et je les fais et puis de toute façon, si moi je les fais pas, bah, personne ne les fera et ça va être le bordel à la maison». Et Donc je sais pas si j'ai répondu à ta non, non, question, mais mais c'est hyper intéressant parce que, tu sais, voilà, la charge mentale, c'est un vrai sujet de société ouais, ouais, et le congé paternité également et je ouais, pense qu'on est beaucoup à se dire que c'est lié quelque part, le ouais, fait que vous n'ayez pas accès à un gros congé ouais, paternité, donc vous êtes coupé de ce qui se passe à la maison. Est-ce que ça, tu l'as c'est ça. ressenti? Je l'ai ressenti parce qu'en fait, en réalité, tu te retrouves dans la position assez ingrate Mmh. où, où en tant qu'homme, bah, tu viens d'avoir un enfant, tu as envie d'en profiter, tu as envie de passer du temps avec lui, mais tu as un impératif professionnel qui fait que tu pas vraiment la possibilité de couper à la fois en termes de temps et en termes émotionnels. C'est-à-dire que 15 jours, et ça aussi, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le temps qu'il faut pour les vacances, tu sais, où on te dit, en fait, en réalité, prendre des vacances d'une semaine, Ça sert à rien. souvent, on se retrouve plus fatigué qu'autre chose, ça sert à rien. Qu'en fait, pour avoir ce vrai sentiment de coupure, il faut une vingtaine de jours. Et quand tu vas au boulot, que tu retournes au boulot, alors en plus de ça, moi, avec mes patients, autant te dire que il y a une difficulté qui est particulière, c'est que moi, toutes les demi-heures, mon travail change. J'ai un nouveau patient, ça change. J'ai un nouveau patient, ça change. Donc, tu peux à aucun moment te reposer sur tes lauriers parce que si jamais tu as un patient qui vient de faire un AVC le matin, tu peux pas arriver en lui disant, écoutez, moi, je viens d'avoir un gamin et j'ai juste envie de me reposer un petit peu parce que tu dois être à 100% avec lui. Et donc, ce qui fait que quand tu rentres à la maison, alors, je me suis pas mal renseigné, c'est pas ce qu'on appelle de la charge mentale au sens propre, où il semblerait que la définition vraiment de la charge mentale soit attribuée à l'accumulation de tâches, notamment ménagères, plus professionnelles, mais au moins, moi, j'ai une charge professionnelle de tout ce que j'ai vécu, hein, parce que ma journée, elle est chargée aussi en émotions, parce que mes patients me racontent des trucs qui sont parfois difficiles à entendre. Bref, tu arrives à la maison,
Et là, tu peux avoir envie de te dire, bon, bah, ça y est, maintenant, c'est mon moment à moi avec mon enfant où je vais passer un moment agréable. Or, en fait, bah, quand tu rentres et qu'il est 20h30, bah, lui, c'est pas du tout le moment de la journée où il a envie d'être cool et de faire des câlins. C'est le moment où, au contraire, bah, tu dois manger avec l'aîné. Enfin, tu vois, tu as tout cet enchaînement de tâches ménagères qui fait que, en fait, ce que je te disais, ce qui peut être un peu culpabilisant, c'est que tu as toujours l'impression de voir le train de ta propre vie de famille passer et toi, tu es sur le, excuse-moi l'expression, mais le putain de quai de gare du boulot et tu te dis: «Bah, à quel moment je saute dedans?» Et du coup, moi, je me retrouve dans la position où tu te dis: «Bah, moi, j'aimerais bien, sauter dans le train», mais en fait, bah, pour des questions de timing, bah, tu arrives pas au bon moment ou parfois tu es encore un peu chargé de ta journée, tu arrives pas avec les bons mots ou parce que de toute façon, tu étais pas là tout au long de la journée, tu as raté tellement d'épisodes que c'est difficile de rattraper, le train en marche. Donc, pour tout ça, ça fait que parfois on a un rôle qui, je nous plains pas du tout, hein, je dis pas du tout, je cherche pas à dire, un tel travaille plus ou un tel travaille plus au sein de la maison. Je dis juste que en fait, du fait de pas être dans le train depuis le départ du matin, fait que c'est difficile parfois de le rattraper en cours de route. Et tu as une solution à ça? Est-ce que tu y as réfléchi? La communication, clairement la communication, dire clairement: «OK, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Et là où c'est difficile, c'est que dans la partie de la charge mentale de la femme, je me suis aussi pas mal renseigné là-dessus, j'avais fait un post là-dessus qui avait beaucoup fait parler. Heu, Ce qui gonfle les femmes, c'est d'avoir besoin de dire à l'homme ce qu'il a besoin de faire. Parce qu'en fait, il y a 2 choses là-dedans. C'est un, je perds du temps à devoir t'expliquer comment je veux que tu vides le lave-vaisselle et comment je veux que tu mettes bien la couche pour que ça déborde pas. Mais il y a l'autre charge, qui est plus insidieuse, qui est de dire: «Bah, en fait, non seulement je vais m'occuper d'un enfant, mais en plus de ça, je me rends compte que le mec avec qui j'ai fait des enfants, il est pas forcément apte à faire la même chose que moi, ou aussi bien que je le souhaiterais». Et en fait, la raison pour laquelle on demande, c'est bien souvent, bah, parce que comme on le fait pas exactement comme vous le souhaiteriez, parce qu'on est 2 êtres individus, enfin, on est 2 individus différents et que forcément on a 2 manières de faire. Oui, parce Il y a que là, pas c'est pas forcément vraiment homme-femme, c'est c'est juste pas vraiment femme, 2 c'est juste êtres couple. différents. Voilà. Mmh. Heu, D'ailleurs, on prend l'exemple homme-femme, mais finalement ça va aussi pour tous les formes de couple, hein, Ouais, mais c'est c'est clair, juste, c'est clair. l'échange de 2 personnes. Heu, mais tout ça pour te dire qu'en fait, en réalité, le dialogue pour moi, ce serait la clé de dire: «OK, à un moment donné, on se pose, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je le fasse? Et moi, je vais t'expliquer comment est-ce que je peux essayer de le faire et où est-ce que ça pose problème». Ça paraît con. J'avais un prof de maths en 4e qui me disait toujours: «Les choses vont sans dire, mais elles vont quand même mieux en le disant». Et je te donne un exemple qui est tout simple, mais il y a 2 jours, voilà, moi, mon épouse allaite et elle va bientôt reprendre le travail, du coup, à alterner un petit peu. Et du coup, bah, depuis 2 nuits, elle essaie de lui donner un peu moins souvent à boire, mais en plus grande quantité. Ce qui fait que lui, il le supporte, pas bien, il pleure beaucoup et on se retrouve tous les 2 dans le lit à voir un bébé qui pleure et à se dire: «Bon, bah, qui est-ce qui s'en occupe?» Et finalement, comme personne, tu vois, tu es quand même dans un contexte de il est 4 heures du matin, c'est un peu dur, tu pas, à 100 de tes capacités décisionnelles. Et bien, on s'est retrouvés tous les 2 le lendemain à pas avoir dormi de la nuit et tous les 2 fâchés contre l'autre de se dire: «Beh, ça aurait été ça devait être à toi, ça devait être à toi et tout». Et donc finalement, moi j'ai dit, le lendemain, on était fâchés, puis j'ai dit: «Bon écoute, ça sert à rien d'être fâché. Typiquement, voilà, on est dans les 4 premiers mois, c'est pas facile. Il faut qu'on trouve une solution. Et ben, je te propose, toi tu t'occupes, du biberon à 2 heures et puis moi je m'occupe du biberon à 4 heures». Et finalement, tu vois, rien que le fait de se dire, ça sert à rien d'être fâché parce qu'on est fatigués tous les 2 et à la base d'une mauvaise communication de se dire, bon, bah, elle a pris la décision au moment de moins l'allaiter pendant la nuit. Et soit elle me l'a dit au moment où j'étais pas dispo, et auquel cas ça aussi, ça peut poser des problèmes au sein du couple. Je déborde un peu, hein, Clémentine, mais comme Non, tu me mais parles sur un j'écoute et puis c'est sujet, très intéressant d'avoir l'avis du père, hein. ouais, c'est ça. Et après, bon, en tant que père, moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Parfois peut-être un peu trop, mais heu, mais j'aime toujours peser le pour et le contre, avant de prendre une décision et surtout j'aime avoir les tenants et les aboutissants Ouais, de tu chaque te partie pour pouvoir renseignes. voilà. Ça, je pense que c'est une déformation professionnelle de mon métier, c'est-à-dire que clairement, moi, je prends pas une décision tant que j'ai pas tous les détails de pourquoi la personne a mal. Bref. Et donc tout ça pour te dire que finalement, elle avait pris une décision de son côté sans m'en faire part ou alors en me le disant, mais à un moment où tu es pas dispo. Parce qu'il faut savoir que le mec quand il rentre, enfin le mec ou la nana, hein, quelle que soit la personne, quand elle rentre à 20h30 du boulot, elle a besoin d'un petit temps de décompression. Elle est pas genre: «OK, je suis full dispo pour les gamins et comment ça se passe et où est-ce que ça va?» Non, tu as quand même un petit moment où tu es encore un peu la tête dans le cirage. Et donc finalement remettre à plat
la prise de décision qu'elle avait faite sans forcément m'en faire part ou en m'en faisant part à un moment où j'étais pas dispo, et essayer de retrouver une solution à deux. Et c'est vrai que ça paraît tout con, mais vraiment le dialogue pour moi c'est la base. Et c'est vrai que quand on est fatigué, c'est plus difficile, de C'est plus dialoguer. difficile. Et tu vois, là, dans le phénomène de la matrescence, il y a aussi, beaucoup de moments où les femmes se disent, «Je vais réfléchir finalement à mon orientation professionnelle, Ouais. ça a changé quelque chose dans ma vie». Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu cette réflexion par rapport à ton travail, comme tu dis, qui est hyper prenant et en plus, on le sait tous, tu as un compte Instagram qui est vivant, Ouais, donc qui est vivant. Hem, je dirais je sais pas si ça a été lié directement, mais je me suis fait une petite crise de la trentaine, finalement au moment où ma femme était enceinte, de me dire, bah, en fait, je sais pas du tout si c'est lié, mais j'étais là avec un de mes patients au cabinet en train de me dire: «Ce discours-là, je l'ai déjà eu 2 500 fois». Je l'ai de sur, voilà, le pourquoi tu as mal au dos et qu'est-ce que je vais t'expliquer, et au moment où je me suis dit ça, je me suis dit: Je suis encore émerveillé au moment où je le dis, je suis encore passionné par ce que je me dis, mais est-ce que je me vois le faire encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et garder le même émerveillement. La notion d'émerveillement, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire ce qui te donne vraiment l'envie d'avancer, que ce soit dans ta vie pro ou perso. Je pense que toi, tu es en plein dedans en même temps, hein, Clémentine, ah ouais, c'est de clair. voir tes podcasts et de voir que ça marche pas, réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer sur tout ça. C'est l'émerveillement. Pour moi, c'est Einstein qui disait ça. C'est la sensation à un moment donné que tu peux comprendre le monde qui t'entoure. Mmh. Et tu vois, c'est vraiment ce petit laps de temps où juste derrière, après, tu dis: «Bah, en fait, j'ai rien compris et il faut encore que je continue à travailler». Mais bref, tout ça pour te dire que je me suis dit: «OK, il faut que je repense ma manière de voir la kiné. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais pas faire?» Et j'ai fait un petit micro bilan de compétences et je me suis dit: «Bah, je pense que sur les réseaux sociaux, ça peut fonctionner». Et est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est lié à cette patrescence? Je ne sais pas. Mais Ah oui, il y a tu une t'es pas dernière posé chose. la question dans ces termes, en tout cas. Non, pas du tout dans ces termes. Ah beh, D'un point de vue biologique, par contre, ça, j'ai remarqué quelque chose. Heu, une bien meilleure tolérance à la fatigue. c'est fou, hein, ça. C'est On fou. dirait pas qu'on est capable. Ouais. Ou tu vois, quand t'as pas d'enfants ou alors quand tes enfants sont un peu plus grands, il suffit qu'ils se réveillent une fois dans la nuit et que tu coupes ta nuit en 2, le lendemain, tu es dégommé. Alors qu'en fait, quand tu as des enfants en bas âge, bah, tu peux te réveiller 6 fois dans la nuit et le lendemain être presque paradoxalement plus en forme. Il y a la magie. Oui, c'est vrai, c'est une qualité qu'ont les parents de nouveau-nés Ouais, c'est ça, et qui dure pas, évidemment, éternellement sinon presque. non, à un moment quand même ça bloque. Mmh, Tu vois, je sais qu'entre femmes, entre mères, il y a vraiment un désir de partager. Donc souvent, il y a des groupes de mamans sur internet, surtout internet a mmh, permis ça. Est-ce mmh. que toi, en tant que père avec des potes ou tu as été chercher une communauté ou tu as été chercher des infos, dans ce sens-là? C'est intéressant ce que tu dis et je vais te répondre une réponse un peu couillon. Heu, moi je suis passionné de rugby, hein, j'ai grandi dans le rugby et il y a quand même ce côté, dans le rugby où tu mets vraiment en avant la virilité et paradoxalement, en fait, c'est très paradoxal ce que je veux te dire. Je suis capable d'échanger sur nos paternités et nos difficultés dans la paternité. L'ami qui m'a donné ce conseil-là, il est rugbyman comme moi, hein. On est capable d'échanger sur nos téléphones ou quand on se voit, pour un déjeuner, pendant un dîner et pour autant je me verrais pas du tout franchir le cap d'aller dans une communauté de papas que je ne connais pas Mmh. pour échanger. Donc j'ai beaucoup plus de réserve finalement à échanger, tandis que je vois, moi mon épouse qui suit de loin, elle poste rien, mais elle regarde tous les commentaires, de certains groupes de mamans, soit parfois pour se moquer gentiment d'une telle ou d'une telle, mais c'est avec beaucoup de bienveillance, mais c'est pour dire, parfois il y a des mamans qui sont, voilà, on le sait, on le dit pas, mais qui font des trucs qui sont quand même complètement improbables, mais la plupart du temps c'est pour échanger quand même, sur leur sujet qui leur tiennent à cœur. Mais pour autant, moi, je me verrais pas tellement aller sur ce genre de communauté-là. Ouais, c'est marrant, Mais, c'est paradoxal, tu vois. C'est oui, tu as finalement quelque besoin chose. avec des gens que tu connais, mais Exactement. C'est plus et du domaine de l'intime que du public, en fait. ouais, non, mais et ça t'intéressait, c'est-à-dire ça t'intéresse, ça apporte quelque chose à ton rôle de père de pouvoir communiquer justement autre qu'avec sa femme ou son conjoint? Parce que c'est vrai que des fois Oui, on a besoin d'autres, oui, ouvertures. clairement, à la fois sur l'éducation,
Parce que là encore une fois, tu vois, on a parlé de la difficulté d'avoir des enfants tôt, mais sur l'éducation, moi je me posais énormément de questions, mais énormément de questions sur l'éducation. Comment éduquer, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. J'ai lu le fameux livre, c'est quoi, avant 6 ans là, Ouais, tout se joue avant 6 Tout ans. ce géant avant 6 ans. J'ai commencé à le lire et ma femme, elle, ça l'intéressait pas, ça l'intéressait pas. Et j'étais là en train de lui dire, tu sais, chérie, il faut le lire, on apprend plein de trucs. Et finalement, j'ai commencé à le lire et j'ai retrouvé que ce qui revenait le plus souvent, c'est ce qu'il disait, c'est faites appel à votre bon sens. Moi, ce que je vous l'explique. Moi, c'est un pédopsychiatre qui l'a écrit, me semble. Ouais, oui, Je américain. voilà, je vous l'explique par rapport à mon expérience, mais finalement, la chose la plus valuable, en tout cas qui a le plus de valeur, c'est votre instinct et votre instinct maternel. Et plusieurs fois, je me suis confronté à des questions d'éducation entre mon épouse et moi, et à chaque fois, avec du recul, je me suis rendu compte que c'est elle qui avait raison, et probablement qu'elle avait un instinct maternel qui était beaucoup plus développé que le mien. Et du coup, j'ai posé le bouquin, j'ai décidé de lui faire un peu plus confiance, et surtout d'essayer de me faire un peu plus confiance. Et quand j'en discute, c'est ça la question. Quand j'en discute avec mes amis, avec mes copains, la plupart du temps, c'est ce qui en ressort, à savoir, mais en fait, il n'y a pas de modèle type, que ça va dépendre à la fois de ton enfant, de ton couple, de ton boulot, de ta vie, et d'essayer en fait de retransmettre le plus possible ce qui te semble juste pour toi. Et ça, sur le long terme, qui est difficile. C'est de s'écouter soi. Ouais, On est dans une ère où on a énormément d'informations ouais, et c'est difficile parfois de faire le tri, ouais, via ce qu'on nous dit de faire et les conseils qu'on t'a pas demandé et ce que tu ressens, vraiment, ouais, au fond de toi. exactement. Est-ce que d'avoir, un 2e enfant, ça a changé ton approche aussi? Est-ce que tu as ressenti les mêmes chamboulements avec ton petit garçon? C'est ça, ton 2e, c'est Ouais, un petit ouais, garçon? c'est un petit garçon. J'ai une fille et un garçon. Qu'avec ta fille ou, tu as eu la même expérience ou pas du tout? Alors, j'ai pas eu du tout la même expérience. Dans les 2 cas, mon épouse a eu une grossesse qui était un peu compliquée dans la mesure où pour la première, elle était en menace d'accouchement prématuré à partir de 24 semaines. Donc ça a chamboulé beaucoup de choses. Moi, j'étais très inquiet, elle pas du tout et heureusement d'ailleurs. Et pour le deuxième, pareil, menace d'accouchement prématuré. Ce coup-ci, c'était mieux, c'était à 30 semaines. Hem donc dans les 2 cas, moi je suis un flippé de nature, surtout, bah, pour les enfants donc dans les 2 cas, ils sont nés à terme et ça s'est très bien passé. Je dirais que pour la première, j'étais pour le coup vraiment, émerveillé au départ. Je me vois vraiment passer des heures à la regarder, dormir, à être inquiet pour tout et pour le deuxième, beaucoup plus pragmatique. Justement, profiter de mon expérience pour pouvoir être là dans les bons moments, le laisser se reposer quand il a besoin de se reposer, me laisser me reposer quand j'ai besoin de me reposer et laisser mon épouse se reposer quand elle en a besoin. Et, euh, et l'autre chose, c'est que euh, la gestion de l'aîné, que je trouve hyper intéressante, quand après je pense que petite fille, petit garçon, c'est probablement un peu plus facile que petit garçon, même petit garçon, petite fille, dans la mesure où elle pouponne vraiment. Elle est très délicate avec lui. Et du coup, Et tu penses pas qu'un petit garçon, il pourrait être comme ça? je sais pas, mais encore une fois, de ce que me disent mes amis, quand ils ont des garçons du même âge, ils sont peut-être un peu plus difficiles socialement avec les plus petits, où ils jouent, enfin, tu vois, ils ont plus d'énergie, quoi, clairement. Tandis que en tout cas, enfin, c'est peut-être très cliché hein, ce que je dis, et je suis désolé si jamais ça offusque quelques personnes, mais de tous mes copains qui ont des garçons me disent, dis non, ta fille elle est quand même vachement sage. Moi, le mien, il aurait déjà retourné tout le salon, il secourait tout dans tous les sens, ou ils font beaucoup plus de bruit, tu vois. Je sais pas. Peut-être que j'ai de la chance, ou peut-être que je prends de mon cas une généralité, ce qui est tout à fait possible et pas du tout scientifique comme démarche, mais c'est mon ressenti. Mais au moins pour toi, ça a été, Ouais. ça vous a beaucoup aidé que ta fille, soit impliquée en fait Ouais. Et dans puis, son et puis rôle de grande sœur. ouais, c'est ça. Dans son rôle de grande sœur, où tu vois, quand tu lui dis de pas faire de bruit, elle le comprend très vite. Quand tu lui dis, évidemment, elle l'a jamais tapé, elle a jamais joué à lui envoyer quoi que ce soit. Elle le caresse, elle lui fait des bisous. Enfin, vraiment dans un rôle très maternel, alors que j'entends des échos où en effet, tu vois, tu peux voir parfois, notamment à l'école, des numéros 2 qui arrivent avec des cocards ou des égratignures, et en fait c'est le premier qui lui a lancé un jouet ou qui a voulu jouer un petit peu avec lui. Après bon, c'est de la fratrie et ça
enfin, je dis ça a jamais tué personne, c'est pas vrai, mais tant que c'est chaperonné par les parents, je pense que c'est tout à fait normal. Et du coup, tu te sens moins stressé avec le deuxième? Ouais, beaucoup T'arrives moins à stressé. passer tes peurs? Ouais, ouais, beaucoup moins stressé. Pourtant, j'avais pas mal de personnes qui m'avaient dit le passage de 1 à 2 est beaucoup plus dur que le passage de 1 à 0. Et j'ai trouvé que c'était complètement l'inverse en fait. Le passage de 1 à 0, c'était un vrai chamboulement pour le couple, pour l'individu, tandis que le passage de 1 à 2, on était sur des bonnes bases, on est sur des bonnes bases et je trouve que ça se passe bien pour l'instant. Je touche du bois pour que ça continue. Il y a quand même cette part de Sur hasard. ton compte Instagram, tu as parfois parlé du fait que bah, voilà, tu venais d'avoir un enfant, Ouais, donc tu étais très accaparé par ça. ouais. Est-ce que tu penses que c'est un discours qu'il faut entendre de la part de pères sur les réseaux sociaux? Parce que voilà, on sait, les comptes Instagram de maman, il y en a énormément. Ouais. Parfois aussi qui véhiculent une image un peu trop parfaite, Mmh. mais c'est vrai qu'il y a moins de pères qui mettent en avant leur paternité et le fait que, bah oui, mais c'est une partie de leur vie aussi. Ouais, ça soulève pas mal de choses, par rapport aux mères et par rapport aux autres pères. Comme tu l'as dit, moi je vois quand même beaucoup, parce que c'est des univers sur lesquels je circule, des mamans parfaites. Et Mmh. moi, quand je prends l'image d'un Instagram de maman parfaite, je me le prends en pleine face pour, finalement tout ce que je ne fais pas ou tout ce que j'ai pas le temps de faire. Bah, j'ai pas le temps moi le week-end de faire des gâteaux, quand je les amène au parc, ne serait-ce que de les amener au parc, bah, je suis content et juste de les amener au parc pour moi c'est un exploit. Ou mmh, ou bref, ne serait-ce que parfois juste de partager un moment. Moi c'est mes moments préférés. Je les appelle en fait les faux moments nazes. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi à un moment à la maison, tout le monde est dans la même pièce et puis tout se passe vachement bien. Et ça en fait, heu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, Ouais, c'est précieux, c'est c'est des ultra précieux. moments. C'est-à-dire que Mmh. c'est les faux moments nazes dans la mesure où en fait tu rien organisé, tu rien prévu, il ne se passe rien et pourtant tout le monde discute, tout le monde échange et et tu pas envie de sortir ton téléphone portable pour pouvoir choper ça parce qu'en fait ça, Ah oui. Mmh. faut pas le choper, ça c'est juste que ça se vit et Mmh. hem et probablement que ma communication sur le fait que je cherche à dire, voilà, je suis papa et ça me prend beaucoup de temps. C'est aussi pour dire, ce qu'il y a malheureusement un peu compliqué sur les réseaux sociaux, c'est que tu as une identité qui est celle qui est un échantillon infime de ce que tu mets sur ta journée, mais qui n'est absolument pas ta vie. Et donc, parce que je montre que je suis au boulot, que je suis kiné, que je déconne, fait que les gens ont parfois l'impression que je ne fais que ça et que du coup, soit je délaisse mes enfants, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est juste que je décide de ne pas les montrer en fait. Et donc pour montrer aux gens que parfois aussi, c'était, heu, c'était aussi par rapport à ma commu certaines personnes de ma communauté qui pensent que je suis disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est de leur dire: «Bon les gars, si je vous réponds pas, c'est qu'il y a une personne qui est beaucoup plus importante, à mes yeux dont je dois m'occuper». Et donc j'ai répondu par rapport aux mamans où finalement où ces super mamans, elles font parfois plus culpabiliser qu'autre chose, vis-à-vis de ma communauté pour leur dire, voilà, j'ai une vie en dehors de ce que je montre. Et la dernière chose, c'est vis-à-vis des papas où, où je trouve que, tu vois, par rapport au paradoxe dont je t'ai parlé tout à l'heure, où je te disais, je me vois pas tellement communiquer avec des papas que je connais pas, Mmh. parce que je trouve que c'est difficile, et c'est probablement à tort, mais de combiner à la fois euh, la virilité. J'ai fait une IGTV comme ça là-dessus, sur la virilité, sur ce que c'est la virilité en 2019. J'ai pas du tout la réponse, mais je pense que la paternité joue dans la virilité réciproquement. Je sais pas si tu m'entends bien, il y a mon voisin qui coupe des arbres. J'entends que tu es dehors. On entend les oiseaux aussi, des fois, Exactement, c'est très bien. bien. Tout ça pour te dire que parfois c'est difficile. Je trouve qu'en fait, c'est encore une fois, j'ai bien conscience que c'est un peu paradoxal ce que j'explique, mais euh, que d'être trop paternel, pas paternaliste, hein, paternel, parfois peut porter un peu peut porter un peu préjudice à la virilité des hommes. C'est le cliché C'est qu'il y le a, c'est cliché qu'il ça y a, ou exactement. d'accord. Et et tu vois, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Je te dis n'importe quoi. Alors, mais ça c'est ultra cliché, hein. Mais il y a Kinvey, alors le chanteur, hein, on n'aime pas, on s'en fout, qui a fait une chanson sur une petite fille qui chante et qui chante pour sa maman qui est morte. Bref, c'est ultra cliché et je sais pas pourquoi. Moi, je te jure, Clémentine, cette chanson, la première fois que je l'ai entendue, j'ai chialé
Parce que tu vois, la chanson, même si c'est Kinvey, tout ce que tu veux, elle appuie sur le truc, moi, qui me ferait le plus flipper, à savoir un jour de devoir expliquer à mes enfants que leur mère sera pas là à Noël. Et rien que de t'en parler, je pense que tu l'entends à ma voix, j'ai la voix qui Mhm. flanche. Eh bien, une fois, pour rigoler, sur ma page Instagram, j'ai dit cette chanson me fait chialer. J'ai reçu mes 50 ou 60 messages en privé de mecs qui disent ouais, t'es vraiment une lopette, putain, c'est n'importe quoi, un mec qui chiale, machin et tout. Et tu te dis, mais les gars, Elle lève du mais travail. dans quelle année vous êtes en train de vivre si vous pensez qu'un homme ne peut pas exprimer ses sentiments, ne peut pas exposer le fait qu'il y a certaines choses qui le touchent, comme la mort de son épouse devant ses gamins. Enfin, tu vois, tu te dis à un moment donné, et je me suis vraiment posé la question et je me dis, c'est pas normal que ce soit la virilité, ce soit quelque chose qui soit complètement manichéen. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Soit t'es un bad boy un peu macho qui écoute Avec des personne, tatouages. avec des tatouages, voilà, qui exhibe ses muscles et qui n'a aucune émotion. Soit bah t'es complètement de l'autre côté à partir du moment où tu commences à montrer une émotion, que tu commences à montrer que tu tiens à tes gamins et que tu leur proposes autre chose que de se foutre sur la gueule, bah t'es tout de suite stigmatisé comme T'es pas valable, pas quoi. valable quoi. Et Mhm. tu te dis mais attends mon vieux, faut quand même en tant que mec, moi ma fille, mon fils, enfin mon fils, bon il a que 4 mois, mais ma fille, je lui ai dit, je lui apprends des valeurs qui soient à la fois féminines et masculines. Mais moi mes valeurs féminines que je lui apprends, c'est à travers le prisme de ma propre virilité quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est sûr. Je te donne un exemple très simple. Mais hier, bon voilà, elle a un petit garçon avec qui elle se chamaille à l'école, et elle me dit c'est mon amoureux. Et je lui dis mais chérie pourquoi c'est ton amoureux? Bah, parce que il me dit des gros mots et parce que parfois il me tape. Je dis mais chérie mais ça c'est pas du tout l'amour. Papa et maman ils se disent pas de gros mots et ils se tapent pas. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que c'est ça l'amour? Et là tu vois que dans sa tête probablement qu'il a suffi que lui il la tape un petit peu et que juste derrière il lui dise je suis ton amoureux t'es mon amoureuse pour que derrière elle ait fait son bout de chemin dans sa tête. Ouais, elle a Elle assimilé a assimilé le fait que je suis ton amoureux, ça va avec je te tape un petit peu et la violence. la violence. Oui, Bon après là c'est oui, autre donc il y chose. a du travail. Il y a du Et travail, c'est bien il y a du quand les parents sont là pour bien sûr. encadrer ça. Après derrière il y a du travail vis-à-vis de l'école pour aller leur dire écoutez voilà, moi ma fille m'a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? On en discute avec les parents de l'enfant en question et tout quoi. C'est Mhm. une situation qui est évidemment le soir j'en reparle à mon épouse, on dit bah voilà, elle m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Ou déjà bah probablement que dès le plus jeune âge, je lui ai expliqué que bah taper c'est pas de la relation amoureuse quoi. Même si c'est de l'amour de Mais 3 ans et demi, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ça part de là et ça part de loin. Mais comme tu dis, hein, l'éducation, c'est se faire confiance. Mmh, C'est un vrai travail au quotidien hein, que pour les gens qui savent ce que c'est d'avoir des enfants. On a plusieurs journées en une journée. exactement, C'est comme exactement. ça Plusieurs semaines en une journée même, j'ai envie de te dire. Hem, on va parler maintenant de ton métier, parce que tu es kiné et ça Ouais, m'intéressait vraiment parce ouais, que tu fais beaucoup de vidéos sur ça, notamment sur le mal du siècle, qui est le ouais, mal de dos. ouais, Mais je pense que tu sais aussi que quand, on est enceinte et quand on vient d'accoucher, c'est plus que le mal du siècle, là, c'est le mal, c'est qui te ça, ronge. qui te ronge de l'intérieur et qui Est-ce que tu es confrontée souvent à tu as des patientes, oui, qui viennent, oui, après grossesse ou pendant grossesse d'ailleurs? pendant grossesse et avant grossesse et je ne les traite pas du tout de la même manière. Je t'explique, en gros, pendant la grossesse, à partir du 3e mois, c'est souvent là que les lombalgies peuvent commencer à apparaître, tout simplement parce que ton corps change, il y a un peu de prise de poids, ton centre de gravité a tendance à se déplacer un petit peu puisque le ventre commence à gonfler. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les ton corps, il est soutenu par tes muscles et par tes ligaments. Tes ligaments, c'est ce qui assure la stabilité de ton corps. Et en fait, pour pouvoir faire sortir l'enfant de ton propre corps, les ligaments doivent se distendre. Donc en fait, ton corps est moins stable qu'avant. Et donc, pour pouvoir compenser, tu vois, ça c'est mon petit qui pleure. Ne vous inquiétez pas, mon épouse est juste à côté. Euh, pour pouvoir Pour compenser compenser, tu ce disais? manque de stabilité, tu es obligé de faire plus d'efforts auprès de tes muscles. Donc en fait, à mouvement égal, tu es obligé de développer plus de force, plus d'endurance auprès de tes muscles. Donc chez la femme enceinte, bien souvent, elle va venir en disant bah voilà, moi j'ai mal au dos, j'ai mal souvent dans le bas du dos, parfois avec une compression au niveau du nerf sciatique, ce qui peut être un petit peu chiant, mais et à chaque fois ils Je me disent confirme. est-ce que voilà, ça peut être vraiment parfois très très perturbant
Et pourtant, moi, je suis kiné, je suis thérapeute manuel. La thérapie manuelle, c'est un peu comme l'ostéopathie. Et chez elle, j'ai un discours qui est, écoutez, clairement, ça sert à rien d'essayer de mettre en place un protocole de rééducation, de renforcement, de mobilité et tout. Vraiment, principalement, ce qu'on va faire, c'est du massage, Enceinte, tu parles? enceinte, Ouais. du massage, de la relaxation, du travail sur soi. Et vraiment, moi, j'essaye un maximum de les choyer parce que c'est un état qui est particulièrement transitoire. Et je pense que tu l'as remarqué, c'est que tu peux avoir de très très vives douleurs pendant 2 semaines, et puis une semaine après, ça passe complètement, et puis ça revient 2 semaines après. Et donc d'essayer de mettre en place un protocole où tu vas essayer de, je dis n'importe quoi, de renforcer les spinaux, d'étirer les ischios, bref, quelque chose qui va bien pour les gens qui ne sont pas enceintes. Eh bien, dans l'état qui est complètement transitoire de la femme enceinte, je pense que c'est une perte de temps d'essayer de mettre tout ça en place. Et la plupart du temps, juste avec des massages, juste avec du travail doux, ça marche assez bien. Et Ça détend, ça quoi. On détend. a besoin de se C'est détendre. ça. Et je pense que, tu vois, je pense que pour ceux qui me suivent, moi, je suis vraiment un kiné qui parfois met les 2 pieds dans le plat et pousse les gens à agir et à se remuscler et à reprendre une activité adaptée qui leur convienne parce qu'il y a de très fortes preuves scientifiques de l'intérêt de bouger et de bien bouger pour diminuer les douleurs. La femme enceinte, c'est un cas qui est particulier où c'est la dernière personne à qui tu as envie de lui dire allez, il faut bouger encore plus. Au contraire, tu dis écoutez, détendez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous. Et je pense que c'est aussi quelque part pour elle un message qui est assez agréable à entendre de la part des professionnels de santé où quand tu es enceinte, tu enchaînes les rendez-vous médicaux qui sont plus ou moins agréables, les rendez-vous chez la gynéco, les prises de sang, les tests, où tu as quand même une ultra protocolisation du soin et parfois qui laisse un peu la maman de côté, sur l'état émotionnel notamment. En fonction des Et oui, professionnels, bien oui, c'est sûr. sûr. Mais même pour d'autres, pour des questions de temps, pour des questions d'efficacité. Et je trouve que quand tu viens chez le kiné et si t'es l'énième professionnel de santé qui arrive en disant, écoutez, madame, je vais vous étirer les ischios, je vais vous faire du renforcement au niveau du dos. Bof. Alors que si tu lui dis, écoutez, bah, vous savez, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai l'habitude. Je vais vous masser un petit peu. Vous allez voir que ça va aller mieux. Elles sortent de là et ne serait-ce que psychologiquement, elles vont déjà beaucoup mieux. Bah, déjà, tu as mis le doigt sur un truc qui est très Exactement. important. Hein. C'est comment on prend soin de... Oui, on n'est pas malade, mais on est dans un état Non, qui fait qu'on c'est ça. on doit être pris en Et qui charge change. avec Voilà, on doit respect. être pris en charge. Comme tout le monde, hein, Exactement. mais bon, encore Et plus. évidemment, bien sûr, mais encore plus parce que émotionnellement, c'est beaucoup de choses. Les hormones y jouent, la fatigue y joue, le changement de corps y joue. Bref, c'est beaucoup de choses qui se passent, quoi, et qui sont très propres à chaque individu. Et je pense qu'il faut parfois faire preuve d'un peu de recul, nous, en tant que professionnels, de se dire, bah, certes, j'ai déjà vu 25 patients aujourd'hui, mais celle-là, je vais peut-être essayer de la traiter un peu différemment parce qu'elle est dans un état qui est différent. Et sur Donc ça, c'est ouais. sur bon, le post-accouchement, Le parce post-accouchement. que là, pour moi, de mon expérience, évidemment, la sciatique, tout ça, c'est comme tu dis, c'est chiant, hein, mais Ouais. le mal de dos, il est vraiment en post-accouchement. En post-accouchement. Alors, il y a 2 choses qui vont rentrer en ligne de compte. La première, c'est qu'évidemment, tu auras passé 6 mois, la plupart du temps. Bah, je prends l'exemple de mon épouse qui a été alitée très tôt, mais rares sont les femmes qui réussissent à être actives jusqu'à 8 mois de grossesse. La plupart du temps, vraiment, à partir du 7e mois, elles commencent à ralentir le rythme. Leur corps change. Tu as encore une fois cette histoire de ligament qui fait que tu es moins stable. Donc, à effort musculaire équivalent, tu te retrouves en fait à devoir développer beaucoup plus de force et d'endurance au niveau de tes muscles parce que tes ligaments sont un peu dans les chaussettes. Et l'autre truc qui joue, c'est que tu te retrouves à devoir porter un enfant, ce que tu faisais pas du tout avant, 8, 10, 12 heures par jour, dans des moments où tu peux être fatigué, et donc sur des muscles qui sont déjà fatigués de base, qui n'ont pas travaillé depuis un moment, où tu leur demandes encore plus de travail, et puis surtout c'est un travail que tu es obligé de faire quelque part. Ton enfant il pleure dans le fond de son lit, tu peux pas le laisser pleurer pour lui dire ah non moi mon dos a besoin de se reposer. Donc tu continues à travailler sur un dos qui est déjà un peu fatigué. Et tu as les Et donc abdos qui ça, sont pas remis en place en plus. et tu as les abdos qui sont pas remis en place. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a une idée très, très largement répandue qui a été maintenue par les professionnels de santé, notamment par les kinés et les médecins, que pour remuscler le dos, en fait, il fallait muscler les abdos. Or, en fait, les muscles du dos musclent le dos, les muscles des abdos musclent le ventre.
Et donc en fait, pour pouvoir soulever quelque chose, pour lutter la gravité, ce ne sont pas les abdos, mais les muscles du dos tout simplement qu'il faut travailler. Et le périnée, en fait. Et le Voilà. périnée. Alors donc ça, tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que dans l'ordre, en effet, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'abord le travail du périnée qui peut être malmené par la grossesse et par l'accouchement, et que en fait, si jamais tu commences par travailler tes abdos et ton dos, notamment tes abdominaux, avant d'avoir un périnée qui a été rééduqué, Catastrophe. tu peux, voilà, en effet, augmenter la pression sur ta vessie, te retrouver avec des fuites urinaires, ce qui socialement est très compliqué, ce qui est évidemment parfois un peu tabou, ce qui ne l'est pas du tout pour les professionnels de santé, hein. Je rappelle qu'il y a des sages-femmes et des kinésithérapeutes qui sont spécialisés là-dedans et qui en voient 20 par jour. Donc pour elles, c'est la norme d'avoir des femmes qui ont des fuites urinaires, donc n'hésitez pas, même si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans après l'accouchement, Ouais, on c'est peut important, toujours ça, c'est vrai. retravailler. Oui, oui, Parce qu'on mais a peut-être même tous la sensation que c'est mort une fois qu'on a passé non, les non, 6 au mois. contraire. Le périnée, c'est un muscle, hein. Enfin, c'est une région de muscle, donc ça se travaille à n'importe quel de la vie. Même si jamais si jamais vous avez eu aucun souci tout au long de votre vie, mais à partir du moment de 60 ans, pour X raison, vous avez des fuites. Les fuites, ça se travaille tout à fait avec de la rééducation sage-femme ou kiné adaptée. Donc elles, ce qu'elles vont faire, c'est d'abord renforcer votre plancher pelvien pour s'assurer que le moment où vous allez remettre de la pression sur vos abdominaux, donc plancher pelvien, c'est au niveau du bassin et en partie de la région sexuelle, et les abdos, c'est au niveau de votre ventre. Si vous avez une surpression au niveau des abdos avec un périnée qui n'est pas encore suffisamment tonique, eh bien tout simplement, ça va faire descendre ce qu'il y a au niveau de votre vessie. Donc d'abord on renforce le périnée, puis après on va travailler les abdos. Eh bien moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est quand on commence à travailler le périnée, d'ores et déjà à travailler le dos, pour avoir un dos qui soit suffisamment tonique et endurant pour porter l'enfant. De solliciter, pourquoi pas, votre chéri de temps en temps pour qu'il vous fasse un massage, ça fait toujours du bien, même s'il va être fatigué, ne serait-ce que 2-3 minutes, faire un petit massage au niveau du dos, ça va vous faire du bien. Je note, je Et note. tu notes, je te mets une prescription de massage du dos. Et surtout pour le coup, essayer d'être un peu plus vigilant par rapport aux postures. Je le dis souvent sur ma page, je vais faire une petite parenthèse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture, il y a juste des postures qui sont plus coûteuses en énergie que d'autres. Et en effet, d'aller chercher un bébé même de 3 à 4 kilos au fond de son lit, c'est pas la posture la plus évidente à réaliser quand il est 3 heures du matin, qu'on a mal au dos et qu'on est fatigué. Donc parfois d'essayer de trouver, ne serait-ce que, tu vois, de poser vraiment le bassin contre le rebord du lit, d'essayer d'être les genoux un peu plus fléchis pour engager les fessiers, d'être en tension au niveau des ischio-jambiers et le dos droit, littéralement comme un rugbyman qui rentrerait en mêlée. En fait, ça permet de mieux engager toute la musculature du dos et du coup de se faire un petit peu mal, pardon, moins Un mal. peu moins. Oui, un petit peu mal. Non, un petit peu moins mal En évidemment. mêlée, oui, mais En mêlée, oui, mais et pour un enfant, un peu moins. voilà, exactement. Et puis, faut que je le fasse la vidéo. Il faut juste que je prenne le temps de le Et ben faire. alors, tu sais quoi? Ouais, Quand le jour où ton épisode sort, ça serait bien que tu sortes la vidéo comme ça sur ton compte. Comme ça, exactement. on On va peut faire ça. J'ai 2 aider vidéos à les femmes faire. qui... Exactement. C'est comment récupérer un bébé au fond d'un lit. En plus de ça, là, moi, on est en plein T'es en déménagement, plein donc dedans. il dort dans un lit parapluie et le lit parapluie, c'est probablement ce qu'il y a de pire pour le dos. Et l'autre étape, c'est pour les mamans allaitantes qui se retrouvent toujours dans la même position, souvent avec l'épaule un peu renfermée pour tenir l'enfant et le dos bien recourbé pour pouvoir l'allaiter Donner le sein, correctement. ouais. Tu te retrouves un peu toujours dans la même position et pour quelques petites astuces pour soulager le dos par rapport à ça. C'est vrai que la position au départ, elle fait mal, mais moi, les sages-femmes avaient été vraiment efficaces. Elles nous avaient donné les petits marchepieds là déjà Mmh, pour relever les genoux. C'est ouais. vrai qu'il y a 2-3 trucs Le qui coussin font la diff, d'allaitement, mais coussin d'allaitement, c'est pas du tout du marketing, hein. ah Ça non, ça ça sauve la ça vie. ça change tout, hein. Et Et on est pourtant plein à l'avoir encore, le ouais. coussin d'allaitement. Ouais, 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 bien sûr. Oui, parfois tu le gardes juste au fond de ton lit parce que c'est pratique. Ah ouais. Pour le mettre Mmh. entre les genoux, il est toujours bien à mettre entre les genoux, tu sais, quand Ah tu dors oui, après. il soulage le dos, oui, Ouais, c'est vrai. tu vois, s'il y a bien un truc, moi je fais un peu parfois la guéguerre aux outils marketing qui servent à rien, mais le coussin d'allaitement, ça je pense que c'est vraiment un must-have, Mmh. surtout que c'est pas le truc qui coûte le plus cher de la terre et que ça se réutilise à fond. Vous allez clairement Ah sentir ouais, la c'est différence. c'est multitâche Ah ouais, le coussin d'allaitement. oui, Non, mais c'est top, mais si c'est clair que si tu fais la vidéo, je pense que tu vas intéresser du monde
Parce que concrètement, comme tu dis, on est fatigué, mais on sait qu'on se fait mal. Voilà, moi j'ai été sportive toute ma vie. Mmh. Tu te retrouves, t'as plus de muscles, t'as plus de force. C'est ça. Voilà, faire une pompe, tu sais même pas comment on fait en Ouais. fait. Ton corps il a oublié. Ouais. Mais porter ton bébé, t'as pas le choix, tu le Ouais. fais. Et waouh, le haut du dos, enfin entre les omoplates et le bas du dos, Et alors en plus, si t'as eu une péridurale qui Ouais. a pas Qui t'a été un peu réussie, anesthésié. Ouais. Ah ouais? Ah merde. ben non, mais ça joue aussi. Mmh. Sur le mal du dos, comment Ouais. tu as accouché, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais j'ai rarement entendu une femme me dire qu'elle avait jamais eu mal au dos Non. après un accouchement. Bien sûr. Bien sûr, mais parce que en fait, la plupart du temps, les douleurs musculaires, articulaires, elles viennent du fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu as une augmentation de la charge de travail, tout simplement. C'est-à-dire que tu as une charge de travail qui est supérieure aux capacités de tes muscles, de tes tendons. Bon, là, Donc, c'est à un moment, léger avec un bébé, c'est quelques kilos. bah là, oui, c'est ça. C'est quelques kilos fois toute la journée voilà, que t'as pas l'habitude de faire, mais c'est ça, hein. Non, mais je plaisante. Mais oui, non, mais Pendant la grossesse, tu prends. donc Et voilà. donc, mais Et ah notre oui, corps, et si, la il est dernière chose. capable, c'est ça de le dire, non? Évidemment Il est qu'il est capable. capable. Évidemment, il est capable. Encore une fois, c'est qu'un état transitoire et bien souvent, au bout du 3e mois, les choses, quand les ligaments reprennent leur stabilité, parce que c'est vraiment ça, ça va déjà beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup mieux. Et je pense qu'il faut que il y a des exercices très très simples. Tu vois, ne serait-ce que les gens vont peut-être pas forcément s'en rendre compte, mais quand tu es en position assise en permanence, d'essayer de rapprocher tes omoplates derrière. Donc tu t'imagines, Je suis en train de le faire. ouais, voilà, t'imagines que tes deux omoplates, t'as 2 points dans le dos au niveau de la barre du soutien-gorge et tu voudrais rapprocher au niveau de la barre du soutien-gorge au niveau de ton dos. Rien que ça va venir permettre d'ouvrir un peu la poitrine et de tonifier ton muscle du dos. Et quand tu fais ça, tu vas te grandir un petit peu. Tu sais, tu te rappelles quand on était gamin, ni l'un ni l'autre, nous ne l'avons vécu, j'espère, mais où on te punit au coin et on te met un bottin au-dessus de la tête. Bon, ça, c'est ce qu'ils faisaient dans les années 30. Heureusement, on le fait plus. Mais Mais ça sert en t'imagines, kiné. et ça sert au kiné exactement. On punit nos patients comme ça. Allez, tu vas 30 minutes au coin avec avec un bottin au-dessus de la tête. Bref, ce qu'on appelle l'autograndissement. Et donc, ces petites postures-là permettent de mieux engager la musculature du dos et de soulager un petit peu, en tout cas, d'entretenir la musculature. Ouais, de te redresser dans ta posture, c'est vrai, on Exactement. est avachi. On est Ça, complètement ça avachi. aide. Et du coup, Mais la écoute, dernière chose, juste une vas-y, dernière vas-y, chose, vas-y. c'était sur la rééducation justement du périnée et des abdos. Souvent, il y a des femmes à qui on prescrit la rééducation des abdos et qui n'ont pas le temps d'aller chez le kiné, soit parce qu'elles ont repris le travail, soit parce qu'elles ont le bébé à la maison et qui se disent j'ai pas le temps d'aller chez le kiné, j'ai pas le temps de faire garder mon enfant, ça va me rajouter un truc en plus, je suis déjà fatiguée. Bref, et qui repoussent ça et qui gardent l'ordonnance et qui finit par la mettre au fond d'un tiroir. Alors sachez que le kiné est toujours ravi de vous voir arriver avec un enfant. Parce que moi, ça me permet pendant une demi-heure de prendre un bébé dans les bras, de pouponner un petit peu et de vous voir en train de travailler. Vous, ça vous permet de faire du sport en ayant quelqu'un qui va garder votre enfant et puis de garder votre enfant sous les yeux pendant que vous faites du sport. Souvent, quand c'est le premier ou le deuxième, ça vous fait du bien de voir que vous êtes capable de nouveau de bouger, de garder un œil sur votre enfant et pas de le confier à n'importe qui. Et puis en même temps d'avoir des exercices qui soient tout à fait adaptés par rapport à vos antécédents médicaux. Ouais, Donc, parce qu'il faut, enfin, ça, on n'en a pas du tout parlé, mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui s'en rendent pas compte et elles ont une diastasis recti, c'est ça? c'est ça, le Quand diastasis des tes grands abdos se droits. sont. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est que Et donc ça, c'est vrai je pense, on nous informe pas assez sur le fait que, il faut pas qu'il y ait un trou, en fait, entre c'est ça, tes deux grands droites c'est ça. et que ça se resserre. C'est ça, exactement. Et même au-delà de ça, parfois, ne serait-ce que d'avoir vraiment une dystonie au niveau du transverse, c'est-à-dire vraiment le ventre qui va continuer à pendre, un peu comme quand tu Ah ouais, moi, étais ça, je juste l'ai vu, après c'est vrai. l'accouchement, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est parce que tu as un manque de tonus au niveau du transverse. Donc le transverse, c'est le muscle. Vous imaginez une ceinture, mais vous le mettez au niveau du nombril et jusqu'à vos côtes. Donc ça, c'est le muscle transverse. Et forcément, pendant l'accouchement, pendant la période de grossesse, il est extrêmement étiré et donc il perd un peu de son tonus juste après. Et donc d'engager le transverse, c'est ce qui va vraiment vous redonner une taille un peu plus fine. Ouais, En puis dessous, même, c'est une sensation très désagréable oui, d'avoir le bas du ventre qui est complètement qui est détendu et tiré, ouais. qui ne se tient pas, quoi. C'est Exactement. vrai. Ça prend du temps. Ça prend Après, du temps à si revenir. vous venez d'accoucher, sachez que c'est normal. Hein. Oui, c'est ça. C'est que Faut pas vraiment, se mettre encore la une fois, pression. oui, Moi, ça m'a pris 7 ou 8 mois c'est ça, avant c'est ce que d'avoir j'allais cette dire. sensation que ça revient. C'est ça. Et puis ne pas se comparer Instagram. à Instagram parce que la plupart du temps, celles qui vous postent là-dessus 8 semaines post-accouchement, c'est leur job
Et leur objectif, c'est vraiment ça. C'est d'avoir une photo avec la bonne lumière, le bon angle, la bonne prise de vue pour s'assurer qu'on voit pas du tout le ventre. Et puis de vous dire ah mais c'est tout à fait naturel. Vous savez, si moi je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Non, c'est pas naturel, c'est travaillé. Et puis surtout, elles C'est leur taf. c'est leur Oui. taf quoi. C'est-à-dire que C'est pas pareil. voilà, c'est pas du C'est tout des pareil. pros, en C'est fait. des pros et je l'explique quand même rapidement, Clémentine, je sais. Mais ça me semble important parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup de mamans qui viennent 2 à 3 ans après euh, pour autre chose, pour un problème de genou, un problème de cheville, même parfois un problème de dos, qui n'ont pas réussi à perdre les quelques kilos en trop après la grossesse ou qui n'ont pas réussi à retrouver le corps dans lequel elles se sentaient bien et qui culpabilisent. Qui culpabilisent en disant j'aurais dû, maintenant c'est trop tard, ou voilà je me sens pas très bien dans mon corps depuis la grossesse. Euh, et ça c'est difficile parce que il est jamais trop tard évidemment, et de deux c'est difficile de se dire quelque part je suis femme, j'ai donné la naissance et quelque part aujourd'hui bah, je me retrouve avec un corps que j'ai pas tellement voulu. Et je trouve ça triste parce qu'en fait elles s'auto-flagellent, elles culpabilisent, elles se retrouvent dans une position où elles ont du mal à en sortir parce que on leur a pas tendu la main au bon moment ou parce qu'elles ont pensé que c'était pas adapté ou ceci ou cela. Et je pense que nous on a un rôle justement de bienveillance par rapport à ça en disant écoutez madame c'est pas très très grave, on peut avoir des résultats même 2 ans, même 15 ans, même 20 ans après, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais je comprends tout à Mais fait, ça se mais fait. ça se fait. Et puis je comprends surtout tout à fait que quand on est un enfant, la priorité forcément dans les 8 premiers mois, 9 premiers mois, ce soit pas forcément soi, mais ça peut être l'enfant. Et tu vois, moi, j'en ai souvent qui arrivent à 9 mois. Ah, j'aurais dû venir avant, je suis désolé, mais soyez pas désolé. Moi, ça me change rien pour moi en tant que kiné, et que vous soyez là aujourd'hui ou avant, pas de problème, et allons prendre le temps pour que vous alliez mieux. C'est très bien que, et souvent, c'est le discours que j'ai, je les encourage à dire, OK, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. C'est très, très bien. Non, mais c'est important d'avoir, ce discours de la part d'un Bien professionnel de sûr. la santé parce qu'il y a beaucoup de pression Et, pour les femmes évidemment. pour retrouver un corps, très vite, être debout au bout de 3 jours, C'est alors que ça. non, en fait, faites-vous plaisir, c'est-à-dire allongez-vous pendant, les 30 premiers jours après un C'est ça. accouchement. Ça peut aussi être bénéfique pour la Exactement. suite et il y a pas de Il y a course, pas en de fait, course, il c'est y a pas comment on se sent, d'urgence et le mieux, c'est de vous sentir bien dans votre tête et si vous êtes bien dans votre tête, votre corps va suivre au bout d'un moment. c'est ça, c'est de faire comme, encore une fois, ce qu'on disait, c'est s'écouter. C'est ça. Voilà, c'est faire comme, on le sent. Et j'ai une dernière question Oui, parce que tu testes beaucoup de produits oui, d'ailleurs, pour ton compte. oui, Moi j'avais adoré quand tu fais sur, des lits d'enfants ouais. d'ailleurs, des petits c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu penses des ceintures qu'on propose aux femmes enceintes, direct après l'accouchement? Tu sais, pour maintenir Hem, le ventre. je suis Tu as désolé déjà, là-dessus, je vais pas eu tellement des avoir échos? d'avis à te donner parce que ça peut Parce être que tu l'as pas testé? je l'ai pas testé et surtout ça en fait, ça va être à double tranchant. En fait, souvent, moi, ce que je me dis, c'est quand on teste un produit, c'est qu'est-ce qu'on veut avec. Donc la ceinture, c'est, une ceinture je me demande si tu m'avais pas posé la question d'ailleurs, mais, est-ce qu'on veut une ceinture pour rentrer le ventre d'un point de vue purement esthétique? Auquel cas, je peux tout à fait envisager, je dis n'importe quoi, mais tu viens d'avoir ton enfant, tu as un rendez-vous important, soit perso, soit pro, et bah, t'as pas eu le temps de rentrer le ventre. En effet, si tu mets cette ceinture pendant 2 heures, parce que toi, tu vas mieux te sentir dans ta peau et dans ton corps au moment où tu vas l'utiliser, ok, très bien. Après, d'imaginer que c'est la ceinture qui va te faire rentrer le ventre, non, absolument pas, clairement pas. Ça ne rentre le ventre. Non, mais voilà, c'est important de dire que, Oui. oui, il y a quand même un travail de fond à Ah, c'est le faire travail de fond qui va, et que bien c'est sûr. pas, un Ah oui, miracle, oui, oui. ça Et la dernière chose où ça peut servir, pour le coup, c'est comme tu l'as dit, parfois on peut avoir la désagréable sensation d'avoir le ventre qui pend ou même d'avoir un petit peu de mal de dos. Bah, d'avoir une ceinture, ça va gainer tout ça, mais vraiment d'un sens passif, c'est juste que ça va comprimer les tissus. Tu vas moins sentir ton ventre pendre et tu vas avoir en fait un appui au niveau de ton dos qui peut être relativement agréable. Auquel cas, si c'est uniquement pour soulager le ventre, soulager le dos, ça peut être intéressant, mais je le conseillerais 1 ou 2 heures par jour lorsqu'on est vraiment actif ou quand on a un peu mal au dos. ouais, en fait, c'est un petit C'est ça, plus pour entamer une vraie exactement. Et en rééducation. fait, tu vois, c'est souvent ce que j'explique dans mes tests. J'avais testé le Cocoona Baby, extrêmement décrié, et en fait, ce que j'expliquais, c'est OK, mais en fait, pourquoi on veut l'utiliser? Si on veut l'utiliser pendant 1 heure ou 2 pour que lui soit vraiment à l'aise et qu'il puisse dormir pendant 1 heure ou 2 et que les parents peuvent avoir 1 heure ou 2 de calme, heu, c'est bien. C'est-à-dire qu'en effet, il va pas avoir une plagiocéphalie si jamais vous le laissez dormir 1 heure ou 2 sur un Cocoona Baby. Si vous gardez un œil sur lui, parce qu'en effet, il y a eu malheureusement des accidents d'étouffement
avec le Cocoon Baby. Mais encore une fois, enfin, c'est du bon sens. Hein, vous laissez pas un enfant sans surveillance quand il a moins de 2 ans. Même au-delà de 2 ans, vous gardez toujours un œil sur lui. Mais ce que je veux dire, c'est que et pas non plus diaboliser la personne qui va vouloir se prendre 1 heure ou 2 de repos. Hein. C'est tout à fait normal d'avoir envie de prendre 1 heure ou 2 de repos quand on a des enfants en bas âge. Et c'est même recommandé. Mais donc dans les tests produits, il y a de toute façon aucun produit miracle et chaque produit a son utilisation. Là où moi je suis toujours un peu plus vigilant, c'est que les outils marketing, parfois ils utilisent des arguments marketing qui vous font croire que c'est le truc qui va vous changer la vie, qui est absolument miraculeux. Parce que forcément, si ils vous vendent un produit en vous disant voilà, notre truc il est pas mal et ça peut être intéressant, mais éventuellement dans certains cas rares, personne va avoir envie de l'acheter. Donc ils jouent dans leur propre équipe. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il faut pas se dire que c'est tout blanc ou tout noir en fait. C'est que voilà, il faut, comme c'est ça qui est intéressant dans ton discours, c'est que chaque chose a une utilité, il faut juste savoir pourquoi on veut l'utiliser. Dans ces cas-là, c'est comme pour tout, on est éduqué, on a les informations, donc on fait des choix en conséquence et en connaissance des choses. Exactement. Donc c'était le but de ce podcast d'ailleurs. Donc j'espère qu'on aura un peu aiguillé les mamans, les pères aussi. Ouais. Mais je parle physiquement pour les mamans, surtout pour le dos et le périnée. Parce que ça donne des outils. Merci beaucoup Greg d'avoir passé 1 heure avec moi. Je suis très contente d'avoir pu t'interviewer. Je te souhaite de faire des bonnes nuits bientôt. Je me le souhaite. Je le souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que j'imagine que si elles nous écoutent, elles sont à peu près dans le même état que nous. C'est ça. Et surtout, j'espère tu vas faire la vidéo au moment où je sortirai l'épisode, comme ça on pourra aller tous bien prendre des bonnes postures avec nos enfants. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Avec Greg. Un plaisir. À bientôt. Bye. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai été ravie de recevoir Greg. Si vous voulez expliquer à vos amis comment écouter ce podcast, sachez qu'il est disponible sur Deezer, Spotify, SoundCloud et toutes les applications de podcast sur vos téléphones. Je le dis parce que la question m'est beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont laissé des commentaires et qui partagent leurs histoires avec moi dans des messages privés. Merci parce que c'est précieux et je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.